Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Activez la cloche des notifications. Aujourd'hui, nous allons déconstruire un mythe. Vous allez découvrir comment le char allemand Tigre, ce monstre d'acier, a cessé d'être invincible pour devenir une proie. Nous commençons 20 janvier 1943, front de Leningrad. Le thermomètre affiche négatif 22 degrés. Le froid est mordant, il gèle l'huile et brûle la peau. Le sous-lieutenant Nikolai Safonov se tient debout près de sa tranchée, le regard fixé sur l'horizon blanc. Là, bas, 3 silhouettes sombres, massives et anguleuses avancent. Ce sont les nouvelles armes de la Wehrmacht, les Panzerkampfwagen 6, surnommés Tigre. Safonov entend le grondement des moteurs. Ce n'est pas le bruit habituel. Cela rappelle le son d'un diesel, mais en beaucoup plus fort, plus lourd, plus guttural. La terre elle-même semble trembler sous leur poids. Les soldats se terrent derrière le remblai. L'un d'eux murmure la voix tremblante « On ne pourra pas percer ça ». Il avait raison de s'inquiéter. Le Tigre pèse 57 tonnes. Son blindage frontal fait 100 mm d'épaisseur, sa tourelle jusqu'à 120 mm. À une distance de 1000 mètres, l'obus standard soviétique de 45 mm ricoche sur sa carapace comme un caillou sur un mur. Même le canon de 66 mm du légendaire 34 ne parvient pas à percer ce blindage de face. En revanche, le canon allemand KW 36 de 88 mm lui a une portée mortelle de 2000 mètres. Il traverse n'importe quel char soviétique du premier coup. La vitesse de son obus perforant atteint 770 mètres par seconde. C'est un foudroiement instantané. En ce mois de janvier 1943, ces machines participent à leur premier combat majeur sous Leningrad, au sein des bataillons de chars lourds désignés dans les documents de la Wehrmacht comme le Schwerpanzerabteilung ou Balinger. Face à eux, la 55e armée soviétique tient la ligne. Le premier engagement est une catastrophe absolue pour les soviétiques. 4 T-34 sont détruits en moins de 5 minutes. Aucun Tigre ne subit de dommages sérieux. Le soir même, un rapport alarmant arrive à l'état-major. Nos canons sont inefficaces. Une nouvelle tactique est impérative. Ces événements marquent la naissance de la légende. Les journaux du Reich exultent. Le nouveau roi du champ de bataille est né. Les soldats soviétiques, eux, se murmurent des rumeurs terrifiantes le long du front. On parle du « char qui ne brûle pas ». Le commandant du 502e bataillon, le Hauptmann Hans Bölter, écrit dans son journal « Nos machines sont inarrêtables, les Russes reculent sans combattre ». Source Kriegstagebuch Spesabd, 502 janvier 1943. Mais la réalité, comme souvent à la guerre, était bien plus complexe que la propagande. Chaque Tigre était un gouffre à ressources. La production d'une seule machine nécessitant 300 000 heures de travail. Pour le transporter, il fallait des wagons spéciaux et 4 plateformes ferroviaires renforcées. Son autonomie théorique n'était que de 120 km. En février 1943, on ne comptait qu'une vingtaine de Tigres opérationnels sur tout le front. Pour comparaison, l'armée rouge alignait plus de 6000 tonnes 34. Statistiquement, il n'y avait qu'un seul Tigre pour 300 chars soviétiques. Le mythe a grandi parce que les premiers affrontements se sont déroulés dans des conditions idéales pour les Allemands, sol gelé et durent courtes distances, effet de surprise. Les tankistes soviétiques ignoraient encore l'anatomie de la bête. Tirer de face était un suicide. Le sergent-chef Mikhail Romanov, pilote de 34, se souvenait avec effroi. Nous frappions la tourelle le flanc, et tout cela en vain. On aurait dit que l'acier repoussait nos coups par magie. Interview de Samo Fonz. 238 dossier 112 1943. L'effet psychologique était dévastateur. De nombreux équipages perdaient toute confiance à la simple vue de la silhouette carrée du Tigre. Les officiers notaient des cas de panique même chez des commandants aguerris. C'est ainsi qu'est née la tigrophobie. Mais dès le printemps 1943, la raison reprend le dessus. Le travail d'analyse commence. Le premier Tigre capturé est envoyé au polygone d'essai NIBT à Kubinka, près de Moscou. Les tests débutent le 25 mars 1943 sous la direction de l'ingénieur-colonel Ivan Morozov. Le verdict tombe froid et clinique, le blindage est excellent mais la machine a des faiblesses. La tourelle tourne lentement 19 secondes pour un tour complet. Le moteur surchauffe après seulement 15 minutes à plein régime. Les chenilles trop complexes cassent lors des virages sur sol mou. Ces données cruciales sont transmises aux troupes. Mais il faudra des mois pour que la théorie devienne pratique. Pendant ce temps, les Tigres font des ravages près de Kharkov.
Le 5 mars 1943, le bataillon 503 détruit 69 chars soviétiques en une seule journée. Ce chiffre relayé par les bulletins allemands renforce le mythe de l'invincibilité. La presse soviétique, elle reste silencieuse pour ne pas effrayer la population, mais en coulisses l'armée travaille méthodiquement. Le renseignement collecte des photos des schémas, des fragments de blindage. La conclusion est claire, il faut contourner et attaquer de flanc. C'est le premier pas vers la démystification, la machine invincible n'existe pas. Selon les données allemandes, en mai 1943, il y avait 120 Tigres sur le front de l'Est, mais la moitié était en réparation ou en cours d'évacuation. La maintenance était un cauchemar. Remplacer une transmission prenait 40 heures. Le mécanicien allemand Erich Schulze écrivait à sa famille en avril 1943 « Notre Tigre est fort, mais il est lourd. Nous patinons dans la boue. Le moteur bout. Les Russes sont rapides et toujours proches. » Lettre retrouvée dans les archives de la 9e armée, 1943. Ce document révèle l'envers du décor, une puissance de feu phénoménale paralysée par des contraintes techniques. Les réservoirs contenaient 540 litres, mais cela suffisait à peine pour 100 km. En juin 1943, les états-majors soviétiques savaient « Le blindage est solide, mais le moteur est vulnérable. » Les expérimentations de tir sur l'arrière et les grilles de ventilation commencent. Le premier cas confirmé de destruction d'un Tigre par un fusil anti-char PTRD a eu lieu près d'Orel. Distance 60 mètres. Une balle a percé la grille du radiateur. La machine a pris feu. La preuve était faite, le talon d'Achille avait été trouvé. Dans les documents de la Stavka, le haut commandement suprême, on note « Les chars lourds ennemis ne sont pas invulnérables. Précision et discipline sont requises. » Rapport Niemeyer, 47 juillet 1943. L'été 1943 approche. Le mythe commence à s'effriter. Les troupes soviétiques se préparent pour la titanesque bataille de Koursk. Désormais, chaque brigade possède des instructions pour combattre les Tigres. Mais le prix de ce savoir a été lourd durant les 6 premiers mois de 1943. L'armée rouge a perdu plus de 4000 chars. C'était le coût de l'expérience. L'histoire de Nikolaï Safonov que nous avons vue au début s'est terminée simplement. Son 34 a été détruit par le premier tir. Il a survécu, a réussi à évacuer son équipage de la tourelle en flammes. Plus tard, il a participé aux essais sur le Tigre capturé à Kubinka. Il disait « Quand tu sais où tirer, la peur disparaît ». Ainsi s'achève le premier chapitre du mythe. À la mi-1943, le front comprend une vérité simple, toute machine est faite de métal, de carburant et d'hommes. Donc elle a une faiblesse. Appuyez sur s'abonner et la cloche. Cette histoire va changer votre vision des combats de Koursk. Allons-y. 6 juillet 1943. Matin. Direction d'Orel. Température plus 28 degrés. L'air tremble de chaleur et d'odeur de carburant. Le conducteur mécanicien, le sergent-chef Alexei Klimov, vérifie le niveau d'huile. Son train 4 est camouflé entre 2 bouleaux. L'équipage est expérimenté, le commandant-lieutenant Semyon Choumilov, 26 ans. Le tireur Ivan Golubev, 24 ans. Le radio-caporal Mikhail Savastianov. Ils ont survécu à Kharkov. La radio crépite. Canal 2 ampères. L'ordre tombe, tenir la position jusqu'au dernier. L'ennemi engage les Tigres. Distance du front 800 mètres. À gauche, une batterie anti-char ZIS-3. À droite, une compagnie de 70. 10 minutes plus tard, les monstres sortent de la lisière. 5 machines, 2 Panzer IV, 2 Tigres, un transport de troupes. Choumilov marque la carte direction sud-ouest. Vitesse environ 15 km par heure. Klimov entend les chenilles du Tigre broyer les mottes de terre sèche. Le grondement est lourd, régulier. Un nuage de poussière s'élève comme un mur. Quand l'Allemand arrive à 700 mètres, Choumilov ordonne « Feu sur celui de tête ». Le premier obus de 66 mm frappe le front. Ricochet. Une étincelle et rien d'autre. Le deuxième frappe la tourelle. Même résultat. Le Tigre ne ralentit pas. Sa tourelle commence à tourner lentement, inexorablement. Le coup part. Le canon de 88 mm pulvérise une position de ZIS-3. Une équipe d'artilleurs périt instantanément. Choumilov comprend de face, c'est inutile. Il ordonne « Recul de 100 mètres virage ». Klimov écrase l'accélérateur. Le 34 bondit vers la gauche. C'est à ce moment précis qu'il remarque quelque chose d'étrange. L'un des Tigres tente aussi de tourner pour les suivre, mais le mouvement est lent, hésitant.
La tourelle tourne avec un retard fatal. La poussière masque son viseur. Klimov voit le char lourd perdre de sa stabilité sur le sol meuble. Il hurle dans l'intercom, il tourne mal, il s'enfonce en virant. Cette phrase finira dans un rapport d'état-major. 1 minute plus tard, le second Tigre expose son flanc en manœuvrant vers la batterie. Choumilov hurle « sous la tourelle ». L'obus frappe à 90 degrés sur le côté de la caisse. Un gong métallique résonne. Des flammes jaillissent à l'arrière. Le char s'arrête. Le tireur Golubev expire. On l'a percé. Mais 10 secondes plus tard, l'équipage allemand éteint l'incendie et repart. La pénétration n'était pas assez profonde. Choumilov ordonne de changer de position. Klimov vire au nord, contourne un ravin et surgit sur le flanc. Distance 400 mètres. Il stoppe net et passe la vitesse inférieure. Les chenilles du Tigre grincent alors qu'il tente à nouveau de pivoter. Pendant une seconde, une seule, le galet arrière sort de la tranchée et reste suspendu en l'air. Choumilov commande « Feu sur le train de roulement ». L'obus frappe l'extrémité de la chenille. Un craquement de métal déchiré. Le Tigre a un soubresaut et se fige. La tourelle pivote à moitié et s'arrête morte. Dans la radio, cible immobilisée. On achève à l'explosif. Le troisième tir arrache la plaque latérale et déclenche un incendie. La température à l'intérieur monte instantanément à 600 degrés. 1 minute plus tard, la tourelle est arrachée par l'explosion des munitions. 2 tankistes allemands s'extirpent l'un le visage noirci dessus l'autre les mains en l'air. Plus tard, à l'état-major du 29e corps blindé, l'interrogatoire du prisonnier a lieu. Le Feldwebel Kurt Müller, conducteur, avoue « Lors des virages brusques, on perd de la puissance. Si le sol est mou, le moteur surchauffe. La rotation de la tourelle dépend du régime moteur. À bas régime, elle ne tourne presque plus. » Protocole d'interrogatoire du le 7 juillet 1943. Ces mots confirment l'observation de Klimov. Le Tigre est fort, mais il manque de souplesse. Il perd son efficacité en mouvement prolongé sur terrain accidenté. Après le combat, Choumilov note dans le journal de bord « Feu de face inutile, travailler le train de roulement, incendier l'arrière ». Cette note sera intégrée au rapport de terrain et servira à l'entraînement des équipages. Sur le champ de bataille, 2 carcasses calcinées fument. La compagnie soviétique a perdu 3 Tren-4 et un canon ZIS-3. Mais pour la première fois, un Tigre a été arrêté sans aviation ni artillerie lourde juste par la manœuvre. Le soir même, le commandement envoie un radiogramme « Observer la réaction des chars lourds lors des manœuvres. Point faible virage et train de roulement ». Ainsi, l'observation d'un seul équipage est devenue le germe d'une nouvelle tactique. Quelques jours plus tard, l'ingénierie du front diffuse la directive tirée sur les chenilles et les galets utilisaient des explosifs sur les flancs. On commence à parler de la méthode Klimov. Les tankistes se répètent cette maxime. Le Tigre ne craint pas le face-à-face, il craint la boue. Selon les données du Front central au 15 juillet 1943, sur 37 Tigres touchés, 22 ont été immobilisés par des tirs dans le train de roulement. Après la bataille de Koursk, Alexei Klimov reçoit l'ordre de l'Étoile rouge. Il combattra jusqu'à la fin de la guerre. En 1985, il racontait aux étudiants « J'ai juste remarqué que l'Allemand tournait lentement. Parfois la victoire commence par la tension. » Le Tigre a cessé d'être un mythe. Il est devenu un problème mathématique avec une solution. Et la force du tankiste soviétique était là, ne pas avoir peur de regarder, d'analyser et de penser. Revenons aux données techniques. Le 25 mars 1943, les tests de Kubinka ont établi la carte des vulnérabilités. Soyez attentifs aux chiffres. Flanc et arrière blindage frontal 100 mm, latéral 80 mm, arrière 80 mm. À 500 à 800 mètres, la pénétration des obus soviétiques de 76 mm était faible. Mais la plaque latérale avait des joints et des soudures. Un impact sur une soudure réduisait la protection de moitié 40-50 mm. Cela rendait le flanc vulnérable, même sous un angle de 90 degrés. Masque du canon et écoutille. Le masque du canon avait une géométrie complexe. Sur les premiers modèles, un tir direct pouvait coincer le canon, rendant le Tigre impuissant. Les trappes d'entretien sur les flancs avaient des couvercles fins. Un impact ici provoquait fuite d'huile et incendie. Instruments d'observation. Les périscopes du commandant et du tireur étaient sensibles aux éclats. Un périscope brisé réduisait la visibilité à 0. Un équipage aveugle ne peut ni tirer, ni s'orienter, surtout au crépuscule.
Train de roulement largeur des chenilles 640 mm série précoce. La pression au sol était énorme. Sur sol mou, le char s'enlisait. Un tir dans un galet ou une mine sous la chenille créait un couple de torsion qui brisait le mécanisme de virage. Exemple, le 5 octobre 1943, près de Belgorod, une mine immobilise un tigre. L'équipage du lieutenant Piotr Ivanov l'achève et le brûle. Vitesse de tourelle 19 secondes pour un tour complet, mais seulement si le moteur est à plein régime. Si le moteur chauffe ou tourne au ralenti, la tourelle se traîne. C'est un délai critique en combat rapproché. Transmission et surchauffe, la boîte de vitesse était complexe fragile. Par 30 degrés de chaleur, les radiateurs ne suffisaient pas. Si l'huile dépassait 120 degrés, elle perdait ses propriétés entraînant le grippage des roulements. Du point de vue allemand, au printemps 1943, les rapports notent « Lors des manœuvres prolongées, la tourelle ralentit, les chenilles se bourrent debout ». Rapport Spesabt, printemps 1943. Une analogie culturelle s'impose. Pour les soldats russes, le 34 était comme un cheval de trait rustique et fiable. Le Tigre lui était une horloge de précision trop délicate pour la brutalité du front de l'Est. L'odeur de l'huile de transmission brûlée des Tigres se sentait à 200 mètres. Le métal qui crisse la poussière, l'oppression. C'était une expérience viscérale. Conclusion tactique. Le tir de flanc et dans le train de roulement est plus efficace que le choc frontal. Il faut forcer l'ennemi à baisser son régime moteur pour ralentir sa tourelle. Les mines latérales sortent la machine du jeu. Dans la partie suivante, nous verrons l'application de ces vulnérabilités lors de la bataille de Koursk. Avec des cas concrets, des tableaux et des archives, 5 juillet 1943. L'opération Citadelle. Koursk. Ce n'était pas une simple ligne, c'était un front de 600 km. Staline ordonne tenir et épuiser l'ennemi. L'armée rouge construit 11 lignes de défense successives. Fossés anti-chars, champs de mines par centaines de milliers. Le plan soviétique, une défense en profondeur. Le but de la Wehrmacht, percer sur 20 km pour encercler. Les ingénieurs travaillent depuis le printemps. Sur chaque kilomètre, des milliers de mines. Des mines classiques, des charges improvisées, des mines boîtes. La disposition est étagée. Première ligne de nettoyage, deuxième ligne de défense principale, troisième ligne de réserve. Les canons anti-chars sont enterrés dans des abris invisibles jusqu'au dernier moment. Le rôle des observateurs d'artillerie était crucial. Le lieutenant Andrei Smirnov, le 7 juillet près de Maloarkhangelsk, guide la batterie 312. Correction 10 degrés gauche, cible à droite de la lisière, sa voix est l'instrument de la mort. Sans lui, l'artillerie est aveugle. On combine les mines et les fossés. On force le Tigre à manœuvrer, à exposer ses flancs. Une fois dans le piège, les canons anti-chars, les IS-2 de 57 mm, les fameuses aiguilles, ouvrent le feu depuis les bois. Les avions d'attaque au sol Il-2 Sturmovik entrent en scène, frappant les toits blindés plus fins. C'est un balai mortel en 4 temps, aménèrent le Tigre sur un sol meuble, immobiliser le train de roulement mine. Percer les flancs ou les grilles de ventilation, l'artillerie et l'aviation achèvent le travail. Les documents allemands confirment le calvaire. Le lieutenant Hans Rosenfeld écrit « Nous ne nous attendions pas à une telle profondeur de champ de mine. Les machines perdent leur élan. » Journal personnel le 13 juillet 1943. C'est un peu comme la scène de la terre brûlée dans le film. Ils ont combattu pour la patrie de Bondarchuk, la chaleur, la poussière, la ténacité. Résultat de Koursk, systématisation de l'expérience. Au 20 juillet, toutes les divisions ont reçu les manuels. On a transformé la faiblesse du char en réalité tactique. Maintenant, regardons les outils précis qui ont brisé le mythe. 12 juillet 1943, après Prokhorovka. Les artilleurs comptent les impacts. Le canon de 57 mm ZIS-2 tueur de flanc à 800 mètres. Le 76 mm F-34 universel, mais doit approcher à moins de 500 mètres. Le 4, 25 mm, bientôt sur les T-3485 perce à distance. L'obusier de 122 mm, sa force brute arrache les tourelles. Et les chasseurs de chars, les SU, Samokodnaya ou Stanovka. Le SU-425 pour le combat à distance. Le SU-Sen-52 surnommé Zveroboy, le tueur de fauves. Son obus de 152 mm pèse 48 kg. Même sans pénétrer, l'impact cinétique peut décapiter un tigre ou tuer l'équipage par l'onde de choc. La tactique de l'embuscade approchée à 50 à 200 mètres. C'est suicidaire mais efficace.
Le but est d'annuler l'avantage du blindage frontal. Exemple, le sergent Alexei Gorbounov, tireur anti-char le 12 juillet. Il laisse le Tigre approcher à 350 mètres. 3 tirs rapides sur les galets. La chenille saute. Le char pivote expose son flanc. Fin de la partie. Du 5 au 20 juillet, l'armée rouge a immobilisé plus de 120 chars lourds. L'ISU 152 a prouvé qu'il pouvait briser n'importe quel blindage allemand à 1000 mètres. Imaginez le moment viscéral, l'explosion d'une mine sous une chenille, c'est comme un tremblement de terre localisé. L'odeur de la cordite, le goût métallique du sang et de la peur. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Nous allons voir 3 scènes forêt-village-ville. 3 façons de survivre. 1. La forêt, 1 août 1943, front de Briansk. Une embuscade classique. Le sergent Ilya Dektiarev et ses 2 canons IS-2, camouflés par des branchages invisibles. Distance de la route 180 mètres. 3 tigres en colonne. Vitesse 12 km/h. Premier tir sous la tourelle du char de tête. Deuxième tir dans le galet. Le char s'arrête. La commande finition à l'explosif. Les Allemands essaient de tourner leur tourelle, mais dans l'étroitesse du chemin forestier, c'est lent. Dektiarev change de position de 20 mètres. Troisième tir flanc du deuxième char. Résultat, 2 tigres détruits à 150 mètres. Aucune perte soviétique. C'est la victoire du camouflage et des nerfs d'acier. 2. Le village 15 septembre 1943 Gorodishte, le lieutenant Ivan Kuznetsov et ses 334. Ils utilisent les maisons comme boucliers. Géométrie urbaine. Les Tigrés arrivent. Kuznetsov ordonne un feu croisé. Les 34 frappent depuis 2 directions différentes. Impossible de présenter son blindage frontal à 2 ennemis opposés. Un tigre brûle. Le second, essayant de pivoter, se coince entre 2 granges. L'infanterie l'achève à la grenade. Kuznetsov dira « Dans un village, ce qui compte, c'est l'angle. » 3. La ville janvier 1944 Korsoun-Shevchenkovski combat de rue. L'enfer vertical. Les groupes d'assaut soviétiques avancent avec des lance-flammes et des sapeurs protégés par les blindés. Le capitaine Victor Belkin dans son Su-52, 52, un tigre est caché derrière un mur. Belkin tire. Le premier obus de 152 mm pulvérise le mur. Le deuxième traverse la poussière et fracasse le tigre. Dans ce combat, son tireur meurt tué par un éclat passant par l'écoutille. Ces derniers mots, cible détruite. 3 environnements, 3 tactiques. En forêt, le camouflage. Au village, les angles. En ville, la force brute et l'infanterie. À la fin de 1944, chaque unité soviétique savait comment adapter sa chasse. Parlons logistique. C'est là que le Tigre a vraiment perdu la guerre. Automne 1942. Le Tigre consomme 5,5 litres au kilomètre. Son rayon d'action réel en tout terrain est de 60 à 80 km. C'est ridicule. Pour chaque Tigre, il faut 2 camions-citernes qui le suivent en permanence. Sans essence, le monstre de 57 tonnes devient un bunker inutile. La transmission tient 200 à 300 heures. La changer sur le terrain prend 2 jours. Les pièces de rechange manquent cruellement. Et les ponts, la plupart des ponts russes, ne supportent pas 57 tonnes. Il faut renforcer, chercher des guets, construire. Cela ralentit tout. Le général Iver et la Rasputitsa, la saison des boues, achèvent le tableau. La boue colle-gel casse les transmissions. En 1944, avec la perte des mécaniciens expérimentés, la disponibilité des Tigres tombe à 40%. Le mécanicien Ivan Petrov raconte comment, en mars 1943, il a réparé une chenille de tigre capturée pour l'évacuer. C'était de la mécanique fine, pas faite pour nos champs de boue. Du côté allemand, les rapports de 1944 sont sombres. Nos chars lourds perdent leur opérabilité à cause du carburant et des pièces. La logistique est devenue le talon d'Achille. Enfin, écoutons les tankistes allemands eux-mêmes. Hiver 43 à 44. Les rapports du 502e bataillon parlent de perte morale. Leur peur a changé de camp. Le sergent Heinz Rieck écrit « Les Russes tirent dans les flancs comme s'ils avaient nos plans. » Après 2 coups, la chenille saute. En février 44, on signale des équipages qui sabordent leurs propres chars intacts pour ne pas être capturés ou encerclés. La peur de l'encerclement, la phobie des mines russes. Le mythe est mort dans l'esprit des Allemands eux-mêmes. Ils savent que leur machine est une merveille technique, mais un cauchemar logistique et tactique face à l'armée rouge qui apprend vite.
Janvier 1944. La standardisation de la victoire. Les instructions sont claires imprimées distribuées. Distance recommandée pour les canons anti-chars 300 à 600 mètres. Cible prioritaire, le flanc la chenille. Table de tir corrigée pour chaque canon. Coordination absolue. Sapeurs plus anti-chars, plus tanks, plus aviation. On ne compte plus sur la chance mais sur la méthode. On crée des zones de mort où l'on attire les tigres. L'efficacité explose. En 1943, il fallait 5 à 6 chars soviétiques pour un tigre. En 1945, le ratio tombe à 1 ou 2. Le mot de la fin. Hiver 1945. L'armée rouge est aux portes de Berlin. Le mot tigre ne fait plus trembler. C'est juste une cible lourde. Honey routine. Le colonel Bondarenko, après avoir nettoyé une place défendue par 3 tigres en Silésie, dira « Les tigres maintenant, ce n'est pas plus effrayant que la pluie ». Le sergent Alexei Gerasimov, qui a détruit un tigre à Berlin en avril 1945, a écrit sur son blindage « Ce n'est pas un dieu, c'est de la technique. Le tigre a perdu son aura non pas parce qu'il est devenu moins fort, mais parce que l'homme en face a appris à ne plus avoir peur, à analyser et à frapper avec la précision d'un chirurgien et la force d'un marteau. De la peur est née la science. De la vulnérabilité est née la méthode. C'est ainsi que s'est terminée la chasse.